je m'étends sur une longueur cumulée de 812 km, en Suisse et en France. Grâce à moi, la Suisse produit 30% de son mix électrique, la France 25%. Mon corps est altéré par 14 barrages, 11 centrales hydroélectriques et 8 centrales barrages. Ces installations et les nombreux aménagements qu'elles impliquent ont fait de moi un fleuve qui vit à vos dépens. L'humain et l'eau ont une interdépendance absolue. L'essentiel de nos tissus est composé d'eau. Donc on a besoin d'eau. Le fleuve, lui, il n'a pas besoin de l'humain. Enfin, il n'avait pas besoin de l'humain. Cette interdépendance, elle est maintenant extrêmement fine, puisque comme on l'a aménagé, on porte la responsabilité de ces aménagements, on porte la responsabilité de cet accompagnement écologique, et bien évidemment, toutes les forces humaines qui sont, j'allais dire, autour du fleuve, doivent essayer de travailler ensemble pour justement concilier tous ces usages et toutes ces contraintes et tous ces enjeux. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai que j'ai vu le Rhône se vider gentiment de sa population de poissons au cours des années. Le pêcheur est un peu un gardien en fait du Rhône, parce que c'est des gens qui sont souvent au bord de l'eau, qui voient l'évolution et puis qui sont avec la nature. On est aussi émerveillé par les castors, par les oiseaux qu'on voit. On est un petit peu les gardiens du Rhône en fait. Attention à toi. Vas-y. 10 cm, retangue. Ouais, voilà, c'est l'œil du pêcheur. 5 cm, retangue. Depuis qu'ils ont fait le barrage du Seget, ça a coupé l'apport du lac. C'est-à-dire qu'on avait des vidanges régulièrement, tous les 4 ans déjà à l'époque. Et le Rhône se regarnissait, se remplissait par l'apport du lac, qui n'est pas touché par les vidanges. Et depuis qu'ils ont fait le barrage du Seget, ça a vraiment coupé la migration du poisson blanc, des truites. Et c'est là qu'on a vu, depuis 1995, on a vu la descente de prise, mais vraiment drastiquement se faire. Moi, je pensais que ce serait la génération suivante qui verrait les espèces d'eau vive disparaître à une telle rapidité. Et en fait, c'est la nôtre de génération qui le voit maintenant sous ses yeux. Je m'attendais à ce que ce soit un processus beaucoup plus lent. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les espèces ont un intervalle de tolérance et que quand cet intervalle de tolérance il est dépassé, les disparitions elles sont massives et très très rapides. Tous les 3 à 5 ans, les barrages aux alentours de la frontière franco-suisse ouvrent leurs vannes, l'un après l'autre, pour rendre à mes eaux les sédiments qui s'accumulent dans leurs réserves. Depuis le glacier jusqu'à la mer, on peut assimiler le cours du fleuve, ses annexes, les affluents, en gros comme les vaisseaux sanguins qui irriguent ces territoires. L'eau, les sédiments et les nutriments, c'est le sang, c'est les globules rouges qui font vivre cet être vivant. Et donc, si on a un déficit, on peut être malade. Si on a un excès, on peut être malade. Pour un fleuve, c'est pareil. Un déficit de sédiments, ça le rend malade. Un excès de pollution, ça le rend malade. Un excès de sédiments, ça peut le perturber aussi.
Une grande partie de l'année, c'est le fleuve qui est au service des humains pour produire de l'hydroélectricité, pour de l'eau, pour l'irrigation, pour le loisir, que les gens puissent aller à la pêche, aller se baigner, faire du kayak, se promener. Et puis, de temps en temps, on doit lui rendre ses sédiments. Alors je lui dis lui rendre parce que naturellement, un fleuve, il transporte des sédiments, des grossiers, des galets, des graviers, des plus fins, du sable, des limons. Tout ça, ça contribue à la vie du fleuve. Si on interrompt de manière durable ce transit, le fleuve va manquer de matériaux à l'aval, on a des risques d'érosion, de dysfonctionnement. Donc notre engagement et nos enjeux en tant que gestionnaire d'aménagement hydroélectrique, c'est d'assurer cette vie du fleuve. Et donc les sédiments qui sont coincés en amont de nos ouvrages, à l'aval, pourraient créer des déficits. Donc régulièrement, on effectue des opérations de gestion sédimentaire de manière coordonnée avec nos amis suisses. Les matériaux qui s'accumulent sur la partie amont de la retenue de Verbois, ils peuvent créer des risques d'inondation supplémentaires pour les bas quartiers de Genève. Donc ces matériaux, ils ont vocation à continuer leur route vers l'aval. Donc de temps en temps, tous les 3, 4, 5 ans, on est obligé d'ouvrir les barrages. Les matériaux descendent vers l'aval. Et comme en aval immédiat, on a le barrage de Génissia, c'est une très grosse bassine. Si on la laissait remplie, tous les matériaux tomberaient dans la bassine. Donc l'idée, c'est d'abaisser la cote de Génissia et de faire en sorte que les matériaux continuent de transiter à l'aval, mais en préservant les vieux Rhônes, qui sont un petit peu les sanctuaires de biodiversité. Ces vieux Rhônes, ce sont les bras de fleuve originels. Ni assez larges, ni assez profonds, ni assez puissants pour faire turbiner leurs installations électriques. Et pourtant, si riches de vie. Pendant les appâts verts, nous, on essaie d'évaluer les impacts sur les peuplements piscicoles. Donc on sait que des opérations de gestion des sédiments comme les abaissements partiels de Verbois vont avoir des impacts, aussi bien dans la retenue parce que la retenue va être fortement abaissée, qu'à l'aval de la retenue parce qu'il va y avoir des concentrations importantes en matière en suspension. Donc on va marquer des poissons avec des émetteurs radio et ensuite on va suivre leur déplacement avant l'abaissement, pendant l'abaissement et après. Et on va comparer ces différentes phases pour voir si pendant l'abaissement, il y a vraiment un comportement, par exemple, de dévalaison où il parcourt beaucoup plus de distance, par exemple. Le récepteur scanne toutes ces fréquences-là. Et dès qu'on entend un bip, c'est qu'on a éventuellement un poisson. Donc il faut un peu se positionner pour trouver où il est et puis au plus proche. Et comme ça, après, on traite toutes ces données et on arrive à faire une cartographie d'où il se trouve par rapport au Rhône. Et puis on fait ça tous les jours pendant toute la durée de l'abaissement. Alors là j'en entends un, c'est assez faible. Hier, en début d'après-midi, il n'y en avait plus que 3 sur les 6, l'abaissement avait commencé. Bon là il y en a 2. Les résultats qu'on avait obtenus en 2016, c'est que dans la retenue, on n'avait pas constaté de différence d'abondance entre avant et juste après l'appât vert. Donc apparemment, l'abaissement de la retenue, qui était partiel, contrairement par exemple à 2012 où c'était un abaissement complet, là n'avait pas entraîné de diminution de l'abondance des poissons dans la retenue. Et puis à l'aval de la retenue, ce qu'on avait observé, c'est qu'il y a effectivement un comportement de dévalaison des poissons pendant l'abaissement. On estime que les poissons se déplacent d'environ 1,5 km à 2 km vers l'aval, dû au fait qu'il y a beaucoup de matières en suspension dans l'eau, qui sont probablement gênées, qui vont chercher des refuges, etc. Mais en termes de survie, on est sur des valeurs qui sont, je dirais, plutôt pas mauvaises. On est à peu près à 72-73% de taux de survie. Ce qui est évident, c'est qu'une opération de cette envergure a forcément des impacts. On va quand même générer des quantités de matière en suspension à l'aval du barrage qui sont importantes. Donc même si maintenant, depuis 2016, et ça c'est une réelle amélioration, c'est vrai, et on le doit aux exploitants des barrages, aussi bien CNR côté France que SIG côté Suisse, il y a des seuils de pilotage, c'est-à-dire qu'il y a des concentrations de matière en suspension associées à des durées d'événements
qui ne doivent pas être dépassées. Et ça, très clairement, je pense que ça a permis de fortement limiter la mortalité. Malgré tout, ce sont des concentrations qui sont jamais observées à l'état naturel, et par conséquent, les poissons ne sont pas habitués à ça. Il y a forcément une dégradation du peuplement piscicole, quoi. Nous, en tant que scientifiques, je dirais, on n'a pas le pouvoir d'imposer aux exploitants tel ou tel suivi biologique ou telle façon de gérer leur ouvrage. Nous, ce qu'on fait, c'est évaluer les impacts, c'est constater ce qui se passe à la suite d'une telle opération. Mais là, encore une fois, il n'y a pas non plus que les impacts écologiques. Voilà, on est dans le cadre d'un barrage qui produit de l'hydroélectricité, il y a des conséquences économiques derrière, voilà. Là, il y a des pertes de production qui sont énormes quand ils font ces opérations. Donc, l'exploitant n'a pas intérêt à ce que l'opération dure trop longtemps non plus. Donc après, c'est vraiment une pesée d'intérêts entre, d'une part, les intérêts économiques et les intérêts écologiques. Et ça, encore une fois, c'est pas nous qui mettons le curseur. Pour le besoin d'électricité, on sait qu'on est dans le vert maintenant, qu'il nous faut de l'énergie verte, on est tout à fait conscient. On sait qu'il y a besoin de produire, mais on pourrait faire beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire des moins grands changements. Mais pour l'instant, il y a des coupures énormes, c'est-à-dire qu'on va passer de pratiquement 0 litres seconde à 900 ou 600 litres seconde d'un coup. Donc on va avoir des marnages, ça va descendre d'un coup, on va se retrouver sans eau. Donc tout ce qui est faune benthique, tout ce qui est sur les bords, les petits alevins, tout ça va dépérir. Et puis d'un coup ça remonte et puis tout est lessivé. Et nous ce qu'on aimerait c'est que ce soit beaucoup plus régulier, c'est-à-dire qu'il y ait des seuils minimums où ça ne descende pas trop bas, où il y ait un minimum de 100 litres seconde sur le Rhône, pas que ça descende en dessous, pour que ça impacte pas trop les rives, les roselières, tout est impacté quand il y a ces marnages, quand il y a ces descentes et ces montées d'un coup. Donc c'est vrai que si on avait un Rhône au fil de l'eau, ce serait un plus. Un Rhône au fil de l'eau. C'est l'idée d'un fleuve vivant, qui inspire et qui expire à son rythme. C'est avoir des niveaux d'eau qui montent et qui descendent en douceur dans les retenues de ces barrages. Des marnages moins extrêmes auxquels les écosystèmes qui longent mon cours pourraient s'adapter. C'est choisir de donner la priorité à mes besoins écologiques. La quantité d'énergie renouvelable qu'on va pouvoir produire, elle est liée à la quantité d'eau qui sort du lac. Il y a exactement la même quantité d'énergie qui pourra être produite chaque jour, quel que soit le mode de gestion du fleuve. Aujourd'hui, ce qui a été choisi, c'est de produire du courant électrique quand c'est rentable, à la fois sur le plan économique et à la fois pour stabiliser les réseaux électriques lorsque les énergies renouvelables ont des à-coups de production. On peut imaginer qu'il y a des moments donnés où l'éolien et le solaire produit plus ou moins d'énergie et que quand il y a des chutes marquées de cette production d'énergie renouvelable, il faut bien un système pour pouvoir compenser la stabilité du réseau. Et donc aujourd'hui, ce qui a été prévu, c'est de faire ça, c'est de stocker l'eau en amont et puis de produire l'énergie lorsque c'est rentable. On a ces variations de niveau pour répondre à un besoin de consommation électrique. Si on a des pics de consommation, il faut trouver de l'énergie tout de suite, très vite, et l'hydroélectricité, c'est fait pour ça. C'est typiquement ce qui se passe le matin, en général entre 6h et 8-9h, et puis le soir vers 18-19h. L'activité humaine est importante, les industries démarrent, les gens allument leur grille-pain, leur micro-ondes, l'entreprise démarre son générateur. Il y a un gros appel d'énergie. Actuellement, on ne sait pas faire face à ça sans l'hydroélectricité. Le solaire, l'éolien, ça amène une production de fond, mais ça ne peut pas être une production qui répond à l'instant T à un gros besoin de puissance. Donc le nucléaire peut répondre, le charbon peut répondre. On ne veut pas faire de charbon, on a du nucléaire qu'on est en train de réduire. Il faut bien avoir une source de forte puissance qui permette de faire face à ces pics de consommation. Une des pistes pourrait être de travailler
sur la meilleure régulation de la consommation. Encore faut-il que tout un chacun, le matin, préfère rester son chauffage à 18-19 degrés qu'à 21. Il y a des solutions, mais elles passeront toutes forcément, à ce compte-là, par une maîtrise de nos consommations domestiques, industrielles, agricoles. Tout notre enjeu et tout le difficile équilibre qu'on a à porter en tant que gestionnaire du fleuve, c'est de concilier le développement des énergies renouvelables qui globalement sont bénéfiques à l'ensemble du territoire, voire de l'Europe, versus la préservation des enjeux écologiques. Donc on est à la fois à devoir concilier transition écologique, transition énergétique. C'est pas tout le temps évident. L'idée maintenant, c'est de mettre ce débat sur la scène politique. Je pense que c'est le meilleur moment. J'ai jamais vu autant de débats sur la cohabitation des humains avec la nature. Je salue les efforts des ingénieurs, je salue les efforts des gestionnaires. Je reconnais qu'ils investissent plus d'argent aujourd'hui, mais il faut aussi reconnaître une chose, c'est que les gestionnaires, les producteurs d'hydroélectricité, ils ont reçu un mandat des collectivités publiques de produire de l'hydroélectricité. Et donc les autorités de surveillance des exploitants de barrages, c'est bien les collectivités publiques, c'est bien les élus, et c'est à eux que je m'adresse la plupart du temps lorsqu'il s'agit d'essayer d'améliorer le sort du Rhône. C'est eux qui ont dans leurs mains la légitimité de faire des arbitrages. Quel usage on veut faire de ces fleuves? Est-ce que l'usage qu'on en fait aujourd'hui, il est compatible avec nos attentes? Et je crois que c'est là qu'il y a un hiatus. Tout le monde a envie d'un fleuve qui fonctionne, tout le monde a envie d'un fleuve dans lequel il peut tremper les doigts de pied lorsqu'il a envie de se rafraîchir en été. Et personne, pour l'instant, n'est prêt à en payer le prix, c'est-à-dire un Rhône au fil de l'eau. Je dépends de vous, vous dépendez de moi. Pour votre électricité, mais aussi pour votre eau potable, pour le transport de vos marchandises, pour l'irrigation de vos champs, pour le tourisme et le loisir. Quelques degrés superflus dans vos maisons, c'est autant de besoins de barrages et de centrales sur mon lit. Les choix que vous faites aujourd'hui, individuellement et collectivement, sont décisifs pour l'avenir. Le vôtre comme le mien.